Bienvenue dans le podcast Français pour curieux. Je m'appelle Sandra, je suis professeure de français langue étrangère et je vous emmène à la découverte de curiosités du monde qui nous entoure, tout en vous permettant d'améliorer votre français. Alors, prêt et prête pour ce voyage culturel et linguistique? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. Le 11 mai 1987, dans la salle des Pas perdus du Palais de justice de Lyon, spécialement aménagée pour accueillir plus de 750 personnes, un procès s'ouvre. Il durera 9 semaines. Il réunira 113 parties civiles, 107 témoins, 42 avocats et près de 800 journalistes venus du monde entier. C'est le premier procès pour crime contre l'humanité jamais tenu en France. Et c'est la première fois qu'un procès français est intégralement filmé. L'accusé s'appelle Klaus Barbie. On l'appelle le boucher de Lyon. Il a 73 ans. Il était chef de la Gestapo dans cette même ville, 40 ans plus tôt. Aujourd'hui, nous allons raconter son histoire, les crimes, la fuite, la traque, le procès, et ce que ce procès a changé dans la façon dont la France et le monde regardent la justice. Avant de commencer, je vous rappelle que si le podcast vous plaît, vous pouvez m'offrir un petit café. Le lien est en description. Premièrement, qui était Klaus Barbie? Il naît le 25 octobre 1913 à Bad Godesberg, en Allemagne. Il adhère aux jeunesses nazies à l'adolescence, rejoint les SS en 1934 et intègre la Gestapo. En mai 1942, il est posté à Lyon, alors second pôle urbain de la zone occupée. Il est nommé chef de la section 4 de la Gestapo, chargé de traquer les Juifs et les résistants. Il a 28 ans. Il prend sa mission à cœur, avec une violence qui marquera même ses supérieurs allemands. Sous ses ordres, ce sont 7500 personnes déportées, dont la grande majorité mourra à Auschwitz, 4342 assassinats et 14 311 arrestations suivies de tortures qui lui seront attribuées. Deux affaires resteront particulièrement attachées à son nom. La première, l'arrestation et la torture de Jean Moulin, envoyé du général de Gaulle et chef de la résistance intérieure, capturé à Caluire le 21 juin 1943. Jean Moulin mourra de ses blessures, sans avoir parlé, pendant son transfert en Allemagne. La deuxième, la rafle des enfants d'Isieux. Le 6 avril 1944, sur ordre direct de Barbie, des soldats encerclent une maison de la commune d'Isieux, dans l'Ain. Il s'agit d'un refuge tenu par Sabine et Mironze Latine, une maison qui accueille des enfants juifs, évacués de la zone occupée pour les mettre à l'abri. Il y a ce matin-là 44 enfants, âgés de 4 à 17 ans, et 7 éducateurs. Ils sont tous arrêtés. Le même jour, Barbie envoie un télégramme à ses supérieurs. Ce matin, la colonie juive d'enfants d'Isieux 1 a été supprimée. 43 des 4 enfants seront déportés et assassinés à Auschwitz. Un seul survivra. Ce télégramme sera l'une des pièces maîtresses du procès. C'est un document signé de la main de Barbie. Il ne laisse aucune place au doute. À la Libération, en 1945, Barbie disparaît. La suite de son histoire est l'une des plus troublantes de l'après-guerre. Dans le contexte naissant de la guerre froide, les services de renseignement américains recrutent d'anciens responsables nazis dont les compétences en matière de surveillance et de répression anticommuniste les intéressent.
Barbie en fait partie. Il travaille pour eux en Allemagne occupée. Quand son passé devient trop encombrant, les Américains l'exfiltrent. En 1951, muni de faux papiers établis sous le nom de Klaus Altmann et d'un laissez-passer de la Croix-Rouge internationale, il s'installe en Bolivie. Il y vivra 32 ans. Homme d'affaires en apparence, il est en réalité conseiller occulte des dictatures d'Amérique latine, participant à la répression de mouvements d'opposition. En France, il est condamné à mort par contumace à 2 reprises, en 1952 et 1954, pour crimes de guerre. Mais il est introuvable. Ou plutôt, certains savent où il est et préfèrent ne pas le trouver. En 1971, un couple change le cours de l'histoire. Serge et Beat Klarsfeld sont ceux que l'on appelle des chasseurs de nazis, des militants qui consacrent leur vie à retrouver les criminels de guerre nazis en fuite et à les faire juger. Serge est français, fils de déportés. Beat est allemande, fille de soldats de la Wehrmacht. Leur engagement à tous deux est une réponse à la même question. Comment vivre après? Après des années d'enquête, ils obtiennent la confirmation que Klaus Altmann est bien Klaus Barbie. Il révèle son identité à la presse internationale. L'affaire devient médiatique. Mais la Bolivie refuse l'extradition. Il faut encore 12 ans de procédures, de pression diplomatique et l'installation d'un gouvernement démocratique en Bolivie pour que Barbie soit enfin arrêté. Le 5 février 1983, il est incarcéré à Lyon, dans la prison Montluc, celle-là même où il avait fait enfermer et torturer ses victimes 40 ans plus tôt. Quand l'instruction s'ouvre en 1983, les crimes de guerre pour lesquels Barbie avait été condamné par contumace sont prescrits. En droit français, les crimes, même les plus graves, se prescrivent après un certain nombre d'années. Le temps efface juridiquement la responsabilité, sauf pour une catégorie à part, les crimes contre l'humanité. Cette notion est liée au procès de Nuremberg en 1945, pour qualifier des actes qui, par leur ampleur et leur systématicité, dépassent le crime ordinaire. En France, l'imprescriptibilité de ces crimes est inscrite dans la loi de 1965. Barbie est donc jugé pour crime contre l'humanité. La rafle de l'Union générale des Israélites de France du 9 février 1943, la rafle d'Isieux du 6 avril 1944 et le dernier convoi de déportés parti de Lyon le 11 août 1944. Robert Badinter, garde des Sceaux de l'époque, prend une décision sans précédent. Conscient de la dimension historique du procès, il fait voter en 1985 une loi permettant d'enregistrer et de filmer les audiences des procès historiques. Le procès Barbie est le premier à en bénéficier. Il en résulte 145 heures de débats filmés, conservés à l'INA. Ce sont les témoignages des survivants que l'on entend ainsi, pour la première fois, enregistrés pour ce jour. La défense est assurée par Jacques Vergès, l'un des avocats les plus controversés du XXe siècle, connu pour avoir défendu des causes extrêmes. Conscient qu'il ne peut pas innocenter son client, le télégramme d'Isieux seul suffit à l'accabler, il choisit une autre stratégie: mettre la France elle-même en accusation. Il invoque les crimes coloniaux français en Algérie, en Indochine. Il demande: la France a-t-elle le droit moral de juger les crimes contre l'humanité quand elle en a elle-même commis? C'est une stratégie de rupture qui provoque un tollé. Le tribunal ne la suit pas, mais elle laisse une question
qui ne se referme pas complètement. Barbie lui-même n'assiste quasiment pas à son procès sur les conseils de son avocat. Sa seule déclaration publique est laconique. C'était la guerre, et la guerre, c'est fini. Il n'exprime aucun regret. Le 4 juillet 1987, après délibération, le verdict tombe. Klaus Barbie est reconnu coupable de 17 crimes contre l'humanité et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. C'est la peine maximale en France, la peine de mort ayant été abolie en 1981. Il mourra en prison le 25 septembre 1991 d'un cancer. Il n'aura jamais exprimé de remords. L'héritage du procès Barbie dépasse largement le cas de cet homme. Il a posé en France pour la première fois la question de la responsabilité individuelle dans les crimes de masse, donné une parole publique, enregistrée et conservée à des centaines de survivants qui n'avaient jamais pu témoigner, ouvert la voie au procès de Paul Touvier et de Maurice Papon, qui, eux, jugent des Français pour leur rôle dans la collaboration. Contribuer à la construction du droit international pénal qui aboutira à la création de la Cour pénale internationale en 1998. Le procès Barbie est donc un procès historique à plusieurs titres. Historique parce qu'il juge des faits d'une gravité sans commune mesure. Historique parce qu'il crée un précédent juridique majeur. Historique parce qu'il est filmé et que ces images peuvent encore être vues aujourd'hui. Mais il pose aussi des questions que l'on préfère parfois éviter. Pourquoi a-t-il fallu 40 ans pour que Barbie soit jugé? Pourquoi les services américains l'ont-ils protégé? Pourquoi les autorités françaises, qui savaient où il était dès 1963, n'ont-elles rien fait? Ces questions n'ont pas toutes reçu de réponse officielle. Le procès Barbie a dit une chose essentielle. Le temps ne suffit pas à effacer certains crimes, mais il a aussi révélé combien de volontés politiques, diplomatiques, individuelles peuvent être nécessaires pour que la justice finisse par avoir lieu. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. On se retrouve très bientôt pour d'autres curiosités.